Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wavestoria Business. Et pour ouvrir cet épisode, j'ai 3 jeunes femmes face à moi. Mesdames, bonjour. Bonjour. Donc, nous avons Caroline, Cyrielle et Feriel. Déjà, merci beaucoup d'être venues. Merci à toi. Toutes les 3 vous travaillez pour cette nouvelle agence qui s'appelle French Riviera Talent. C'est bien ça, j'ai bon jusqu'à maintenant. C'est exactement ça. C'est toi, Cyrielle, qui a monté ça. Ouais. Tu vas nous expliquer tout ça plus en détail. Alors, on va déjà commencer par quelque chose d'extrêmement classique et traditionnel. Est-ce que vous pouvez chacune vous présenter un petit peu, nous parler de votre parcours, qui vous êtes et où vous en êtes aujourd'hui? On commence par qui? Allez, Feriel, c'est pour toi. Moi, je suis planeur stratégique. Je suis un peu la caution, on va dire, tendance de cette nouvelle agence. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les marques restent pertinentes dans leur environnement. Et pour ça, j'étudie les évolutions des consommateurs, les évolutions sociologiques, mais aussi les évolutions esthétiques. D'accord. Alors moi, c'est Caroline, du coup ancienne parisienne, sur Nice depuis 3 ans. Moi, je travaille principalement dans le domaine du design, donc design 360, que ce soit de l'identité, du packaging, du merchandising ou du retail. Donc je développe du coup des stratégies design pour différentes marques. Je les aide à déployer du coup leurs concepts, que ce soit pour des lancements par exemple. S'il y a un nouveau produit à lancer, je vais faire tout le développement international que les marques vont avoir besoin pour lancer leurs produits. Très bien. Cyrielle? Et moi, je suis arrivée à Nice il y a 8 ans à peu près. Et à la base, on va dire que j'ai fait des études et j'ai toujours été passionnée de stratégie de marque et de branding. Et puis, le contexte économique a fait que très vite, je suis partie dans le retail. Donc, le retail, c'est quoi? Oui, j'allais poser la question. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le retail? Le retail, c'est tout ce qui est vente et stratégie autour du trafic et du business en boutique. Donc, le retail, c'est comme ça qu'appellent les maisons leur parc de boutiques qui leur appartiennent. C'est-à-dire que tu as le retail et tu as le wholesale. Le wholesale, c'est quand c'est des revendeurs. Typiquement des multimarques, ça peut être les grands magasins aussi. Voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est quand il y a un intermédiaire. Mais quand c'est en propre, on appelle ça le retail. Juste pour bien comprendre, par exemple, Decathlon, c'est du retail quand même, parce qu'ils ont leur propre marque à l'intérieur, mais ils ont d'autres marques. Alors, on est... Alors, Foot Locker, c'est du retail. Après, il y a des marques qui ont des franchises. Et ça, c'est encore, tu vois, ça, c'est du wholesale parce que du coup, tu as l'image de marque, mais le wholesale, souvent, c'est pas le recrutement qui est fait par la marque. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de... C'est un peu plus complexe que ça. Tu as les franchisés, tu as les affiliés, tu as différents... Dans le wholesale, tu as quelque chose qui est assez complexe et un microcosme assez varié. Donc, j'ai aussi bossé dans le wholesale, d'ailleurs. Mais le retail, c'est vraiment tes boutiques, donc qui t'appartiennent ou que tu loues en tout cas, ton merch, tes équipes et ton produit que tu as choisi toi et que dont tu crées l'assortiment en boutique. Donc c'est une stratégie qui est très forte puisque pour moi une marque n'a d'intérêt que si elle est vendue, enfin elle n'est pérenne que si elle est vendue, c'est l'alpha et l'oméga. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai décidé de monter French Riviera Talent, alors au départ c'était vraiment une agence plus de recrutement. Quand ça a évolué et que ça a évolué avec les filles, c'est vraiment venu d'une vision globale où le terrain doit servir la stratégie tout en étant très tourné vers le client, tu vois, et d'avoir une intelligence collective qui vient réfléchir à tous les canaux de diffusion ou tous les canaux de contact, tous les points de contact qu'il va y avoir entre une marque et les consommateurs.
Alors là, ouais, tu parles, on est allé assez vite et on est arrivé assez vite sur French Riviera Désolée. Talent. Mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va justement entrer un petit peu plus dans le détail, puisque c'est pour ça que vous êtes là toutes les trois cet après-midi. C'est pour parler de votre association sur French Riviera Talent que toi tu as fondé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quoi la genèse ? Et puis bon, on a bien compris que vu le titre, c'est parce que tu étais dans le sud que tu as réfléchi à ça. Sinon, ça s'appellerait pas comme ça. Donc voilà. C'est quoi Bien French vu. Riviera Talent ? Alors, French Riviera Talent, quand moi je me suis lancée, donc j'ai travaillé, quand je suis arrivée dans le sud, j'ai eu des postes de responsable régional retail, wholesale. J'ai ensuite travaillé dans le luxe sur des directions de boutiques. Et quand j'ai arrêté, il y a à peu près 2 ans, je me suis posé la question de, tu vois, ce qui faisait sens pour moi et ce qui me manquait dans le sud par rapport à ce que j'avais connu à Paris. Et je trouvais que, en fait, tous les sièges étant à Paris, justement, pour les marques, et notamment les marques de luxe, il y a pour moi un problème de passerelle qui n'existe pas parfois, un souci de communication. Et moi, je l'avais beaucoup constaté en tant que manager de boutique de luxe, c'est que le recrutement était très compliqué quand tu es à Paris parce que les gens dans le sud, en général, ne sont pas trop sur les plateformes où tu vas sourcer tes candidats. Et donc ici, tout se fait de bouche à oreille sur le recrutement. Bon, c'est valable, je pense que tu l'as constaté, pas que sur du recrutement, mais C'est ailleurs. clair. Mais sur le recrutement, c'est aussi un vrai sujet. Et donc, pour trouver des bons profils, il y a une vraie problématique. Donc là, moi, je me suis dit, OK, il y a des postes qui n'attendent que des pépites, voilà, pour venir faire rayonner une marque. Et il y a des RH à Paris qui n'arrivent pas à trouver ces personnes-là. Et puis, j'étais quand même assez convaincue que ma force à moi, c'était d'avoir travaillé pendant 10 ans dans le retail, d'avoir recruté des centaines de personnes, d'avoir managé des dizaines et des dizaines de personnes, et donc du coup d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à des cabinets de recrutement où un recruteur n'a jamais mis un pied sur le terrain. Et que tu peux être un très bon candidat, ça ne voudra pas dire que tu seras un bon élément sur le terrain. Donc, moi, je sais exactement quelles questions poser, comment m'assurer que la personne va être opérationnelle. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé French Riviera Talent au départ, qui était un cabinet de recrutement et en plus un cabinet d'accompagnement plus opérationnel, parce que j'ai aussi constaté qu'il y avait pas mal de marques, alors des petites marques en général, qui ont un rayonnement national, mais qui sont plutôt petites en termes d'effectifs, qui vont avoir un responsable régional. Donc, tu vois, c'est un responsable régional, c'est une personne qui va gérer plusieurs boutiques, qui va gérer un périmètre. Donc, je l'ai constaté, et quand je l'ai contacté, je leur disais, OK, où est votre responsable régional Et elle me disait, nous, notre responsable régional de Nice, c'est celle qui s'occupe aussi de Strasbourg, elle s'occupe de tout l'Est de la France. Bon, ok, premier sujet, pour moi, il n'y a pas du tout les mêmes clients, il n'y a pas du tout les mêmes comportements, il n'y a pas du tout les mêmes besoins, il n'y a pas du tout le même rythme entre Strasbourg, typiquement, et Nice. Et donc, je disais, ok, du coup, cette personne, elle est où ? Elle est à Paris. Et pour moi, il y avait vraiment un non-sens, tu vois, une impossibilité. Les marques me le disaient, on est en fait tout le temps en train d'éteindre des feux parce qu'on est sur une partie, comme on n'est pas sur place, on va juste être contacté en cas de problème, quoi. On est un peu les pompiers. Et donc, le but était vraiment de venir les accompagner pour ajuster l'assortiment. Parce que moi, ça me fait mourir de rire. Quand je me balade tu vois, en ville, et que je vois les vitrines des boutiques en plein mois de juillet, et là, les soldes sont finis, la nouvelle collection arrive, et tu as des manteaux en hiver, alors que nous, on est en train de crever de chaud sous 40 degrés. Donc, il y a souvent, c'est en train de changer, mais il y a encore quelques années, et je le constate encore dans de nombreuses boutiques, il n'y a pas d'adaptation, en fait, de l'offre pour la clientèle du Sud. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et il n'y a pas d'accompagnement des équipes sur le pilotage de la performance. Et ça, pareil, c'est un problème d'effectifs, de personnes de Paris qui ne peuvent pas descendre et s'occuper en permanence des équipes sur le terrain. Mais le but, c'était vraiment de les accompagner. Et donc,
pour moi, ces deux activités, elles étaient vraiment complémentaires parce que c'était ce que moi je faisais avant. Et c'est comme ça que j'ai lancé French Riviera Talent il y a 1 an et demi pour aller conquérir la clientèle qui devait être la mienne, ce qui était une clientèle parisienne. Je me suis mise sur les réseaux, donc notamment sur LinkedIn. Et c'est là qu'a démarré une page, tu vois, un chapitre dont j'avais pas encore idée, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré en fait plein de monde. Je parlais du retail et donc du coup il y a des gens qui me contactaient en me disant moi je suis hyper intéressée pour des postes. Enfin voilà, donc je rencontre des personnalités incroyables et j'ai au téléphone chaque semaine des personnes qui me disent moi je descends dans le sud, je cherche un poste. À quoi ressemble le marché? Et donc, je constate une espèce de migration, vraiment une décentralisation assez forte de profils hyper capés. Alors, c'était principalement des nanas, mais bon, ça, je pense que c'est aussi une histoire d'équilibre pro-perso, tu vois, de la vie familiale. À un moment, tu veux passer à ton compte ou tu veux passer en province parce que tu veux changer de rythme. Mais c'était souvent des femmes. Et donc, plein de profils qui m'appellent en me disant, voilà, moi, je veux descendre dans le sud. J'arrive pas à trouver un poste qui est à la hauteur de ce que j'avais à Paris et je sais pas sur quoi faire un compromis et est-ce qu'on peut en parler. Donc je rencontre des filles géniales. En parallèle, moi j'ai fait l'Institut français de la mode et avec une ancienne collègue qui a fait aussi l'Institut français de la mode, on s'est dit on va faire un réseau pour les anciens, tu vois, les alumni de l'Institut français de la mode, mais pour le Sud. Et en fait, c'est comme ça que Ferial et moi, on s'est rencontrés. C'est qu'on a créé le groupe des alumni pour le Sud, pour l'Institut français de la mode. Au départ, c'était entre Marseille et Nice. Et puis, en fait, on arrive à se rencontrer tout ce beau monde, parce qu'on est maintenant, je dirais, une bonne quarantaine, sur une fois par an. Mais sinon, à Nice, on est très, très actifs, très dynamiques. On adore les after-work. C'est bien, les after-work. Ouais, exactement. Et on a, chacune ramène à chaque fois des personnes qui issues des industries créatives, tu vois. Ça peut être de la mode, du market, de la shoes, plein. Et ça fait, parce que je pense que quand on a été à Paris et quand on arrive dans une nouvelle région et notamment le Sud, on a un vrai besoin de réseau. On a un vrai besoin de connecter à d'autres personnes. Et c'est pour ça que quand moi j'ai vu tous ces changements-là et que je voyais d'un côté les nanas incroyables que je rencontrais et de l'autre côté, en fait, des marques qui me contactaient sur des missions qui étaient des missions de conseil, là je me suis dit, attends, il y a un petit alignement des étoiles, en fait, faut qu'on bosse ensemble, quoi. Et c'est comme ça que French Riviera Talent Nouvelle Vague, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé pour on va dire le pivot qui a été fait, est né. Vous deux, Caroline et Feriel, comment vous... Alors, à première vue, Feriel, parce que tu faisais des after-work avec Cyrielle. On va commencer par toi, Caroline. Comment vous êtes arrivée justement sur French Riviera Talent, puisque vous avez votre propre activité aujourd'hui, vous avez votre propre business et vous apportez une complémentarité d'autres talents à Cyrielle pour développer French Riviera Talent. Donc comment t'es venue toi dans cette aventure? Alors moi, déjà j'ai rencontré Cyrielle, en fait je lui ai envoyé un petit message sur LinkedIn. Il y a un post où j'ai senti une résonance et du coup j'ai voulu la contacter et on est allé se boire un café quelques jours après et on a tout de suite vraiment accroché et du coup on était toutes les deux dans le retail mais de façon différente. Du coup Cyrielle beaucoup plus sur le recrutement, sur l'opérationnel en boutique et moi sur la création des boutiques. Du coup vraiment sur tout le merchandising, le retail, le côté créatif qu'on peut retrouver dans les boutiques. Et en fait, vite intégré les afterwork aussi. Oui, voilà. Encore. Je suis très vite venue dans les afterwork. Le lien. Voilà, le lien du petit verre de vin en fin de journée. Non, et en fait, on s'est aperçu qu'on avait des domaines qui étaient assez similaires, mais qu'on était un peu chacune dans notre coin, et qu'on pouvait vraiment avoir quelque chose de commun entre nous, de créer une synergie. Et donc voilà, du coup, un soir, Cyrielle nous a dit j'ai une super idée. Et si on mutualisait tous nos talents et qu'on montait vraiment une agence tout ensemble? Et on a trouvé que c'était une super idée.
toi, le talent particulier que tu apportes sur French Riviera Talent, c'est quoi? C'est vraiment la conception de toute l'image en fait sur la marque. Voilà, c'est ça. Ça va vraiment être une image globale. Je vais pouvoir travailler sur toute l'identité, sur développer une franchise par exemple, de packaging. Si la marque a envie d'évoluer, de créer de nouveaux produits, on va être en mesure de le faire. Je vais pouvoir également l'accompagner sur tout son merchandising. Du coup, le merchandising, c'est la mise en valeur du produit sur le lieu de vente et également de son espace à proprement parler, que ce soit sur un podium, sur un stand des Galeries Lafayette, sur une boutique en nom propre. Je vais pouvoir l'aider à travailler du coup un concept global. Et avec ça, moi, je travaille également avec des architectes qui vont travailler plus dans le dur, la conception de la boutique, tout ce qui va être électricité. Alors comme tu disais avant en off, tu es dans le 360 et effectivement on est bien sur du 360, donc oui. tu vas créer une image, mais tu vas faire en sorte que le podium ou l'exposition, la lumière sur tout ça soit bien aligné. Exactement, c'est vraiment un travail 360 terrain, vraiment de l'image jusque... en fait c'est même pas... Oui, c'est de l'image, du storytelling de la marque, de savoir un peu comment la marque va pouvoir se démarquer des autres. Ça peut aller de son logo, vraiment de toute l'identité, à son produit final, sur son podium final avec même le placement de ses prix. Tout vraiment va être réfléchi pour avoir un customer journey aussi qui est optimal pour vendre du coup son produit. Et toi, Feriel, donc... alors oui, l'afterwork on a compris, mais comment t'es arrivé, qu'est-ce que tu apportes toi sur French Riviera Talent? Écoute, moi c'est plus la vision stratégique du coup, vu mon métier, pas que la planification, ça peut être aussi du branding, plateforme de marque, ça peut être du positionnement, de bien connaître ses personas, ça peut être l'expression de la marque, donc plus sur la communication, et ça peut aller jusqu'à la formation des forces de vente. Alors ça dépend dans quel domaine on se trouve, mais si par exemple c'est de la mode et c'est en style, on peut parler de la hauteur de la chaussette pour les Gen Z, pour les millennials et comment ça s'assortit, et les nouvelles assortiments couleurs. Donc voilà, c'est assez tout vaste. Ce qui me dépasse, moi. Je vois le sourcil levé. Je suis désolé. Non, mais il faut s'y intéresser, il faut faire attention à son image. Mais j'avoue que là, on rentre dans un univers qui est plus... Il y a des clivages générationnels. Oui, mais tu vois, une force de mon métier, ce serait de réfléchir à comment te faire entrer en boutique, par exemple. Alors, bonne chance. Voilà, moi, c'est... Justement, c'est complet. On travaille vraiment sur tous les différents aspects du retail. Alors, donc vous avez bien vos business à côté, toutes les deux. Donc, comment ça se passe en termes de travail avec toi, Cyrielle, sur French Riviera Talent? Vous n'êtes pas associés pour l'instant, si? Juridiquement, on n'est pas associés. D'ailleurs, il y a une 4e personne qui a pas pu être là aujourd'hui. Que fait cette 4e personne qui n'est pas là, qui mange des frites? C'est ça en ce moment en Belgique? Au froid, donc Adeline, bien fait pour elle. Exactement. Je crois qu'il fait très froid, elle m'a dit en plus en ce moment. Adeline, qui est... alors elle, je l'ai rencontrée parce que c'était ma voisine de palier. Qui est arrivée de Paris aussi. Elle a eu une carrière plutôt internationale et elle est plus sur... Alors, elle est sur du graphisme. Adeline, elle est hyper autodidacte. Donc là, en ce moment, elle est en train de se former à fond sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc, ce qui va nous permettre aussi, en termes de proposition de valeur auprès des marques, que ce soit du visuel ou de propositions créatives, d'être beaucoup plus efficace. Moi, elle m'a fait mon site. Le premier, c'est elle qui me l'avait fait. En fait, j'ai adoré la collaboration. On a très vite matché. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé French Riviera Talent, ça a fait partie des personnes que j'ai contactées en premier parce que elle a un côté très pragmatique et à la fois ultra créatif qui sort complètement de... tu vois, de ce qu'on peut voir un peu, qui sort un peu des clous, qui est assez rafraîchissant.
Et voilà, et en fait, elle est tout le temps en train de se nourrir de plein de choses. Et là, c'est son nouveau sujet depuis 1 an, c'est l'IA. Et elle est en train de nous parler de tout ce qui est assistant en intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Et ça, c'est des propositions qu'on va pouvoir mettre au service de la marque aussi pour... typiquement, une marque qui veut travailler sur sa communication ou sur son identité visuelle, Caro peut bosser dessus, mais Adeline peut aussi bosser dessus et du coup faire gagner du temps sur des visuels qu'il faut détourer, dupliquer sur les supports, avoir des propositions en fait avec l'intelligence artificielle maintenant à travers les choix préalables qu'auront fait ou les infos que nous auront donné les clients, on arrive à être beaucoup plus efficace dans le pronostic de ce qu'on va leur proposer après, ce qui peut leur plaire. Donc elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais elle, c'est vraiment la caution graphiste, web design et intelligence artificielle. Elle est associée ou Non, elle, c'est comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a aussi... En fait, chacune, on a tous nos clients. C'était compliqué pour moi de dire aux filles, allez, vous lâchez tout, moi, je vous prends salarié et tout. En fait, surtout qu'on aime bien aussi l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas envie de se salarier. Ouais, la question, c'est pas posé parce que je pense que chacune était heureuse de garder sa liberté aussi et que... Je pense que ce qui nous a plu dans ce côté-là, c'est de se dire, tu vois, l'entrepreneuriat, il y a des moments, surtout quand tu es freelance et quand tu es en région et que tes clients sont à Paris, c'est que ça peut être assez isolant. Et là, de se dire, en fait, on se retrouvait déjà pour boire des verres, mais en fait, quand tu retrouves des gens avec qui tu as vraiment envie de bosser parce que tu partages une vision, je trouve que ça change tout. Et là, on s'est dit, en fait, ça nous fait sortir un peu de cet isolement-là. Donc c'est pour ça que je pouvais pas leur dire, en fait, vous lâchez tout et vous rejoignez French Riviera Talent, alors que, en fait, la roadmap, elle est pas encore écrite et qu'on n'a pas encore les clients. Enfin, voilà. Donc, chacune a ses clients, qui peuvent aussi être des clients pour French Riviera Talent. Bien sûr. Et c'est aussi un peu le but, c'est-à-dire que, être freelance, c'est quand même actuellement, tu vois, un mode qui est beaucoup plus courant que ça l'était il y a 10 ans. Il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont en freelance. Mais du coup, seul, tu pèses quand même pas beaucoup parce que t'es noyé dans une mer d'autres personnes qui sont freelance. Et le but, c'était vraiment de se mettre ensemble pour rassembler nos forces, être rassemblés par une même vision, des mêmes valeurs et frapper un peu plus fort, en fait. Donc, et je pense que quand on s'est lancé officiellement et qu'on a fait le shooting photo et que là, il y a le site qui vient de sortir et tout, mais les gens nous ont tout de suite dit en fait, c'est trop bien. Enfin, voilà, la communication, elle est impactante. Il y a un vrai... On se retrouve, tu vois. Donc, le positionnement, il est assez fort. Et c'est pour ça que nous, on a bossé quand même pendant 2 mois, 2-3 mois, toutes les 4 sur... Enfin, tu vois, sur toute la genèse. Tu vois, tout ce qui nous reliait, les valeurs, la vision, notre manifeste, qu'est-ce qui nous rassemble, pour être sûr que quand on se lance et quand on va avoir... Enfin, quand on est... devant la scène, tu vois, devant les gens, quand on pitch, on est tout aligné sur ce qu'on veut et ce qu'on est venu chercher avec French Riviera Talent. Je vous conseille d'écouter cet épisode avec Cyril Darmon, passionnant sur l'intelligence artificielle, puisque tu viens d'en parler à l'instant, Cyrielle, et il nous fera l'honneur de revenir très régulièrement sur notre chaîne pour animer cette rubrique où on va parler d'IA, de tech et de l'avenir. Et c'est marrant d'entendre parler de l'IA autour de la mode, mais bon, voilà, moi c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui m'intéresse énormément. Je me dis que finalement l'IA est absolument partout. Même dans le domaine de la mode. Je voudrais reprendre un petit peu sur le côté business et sur le fait que vous soyez 3 femmes, dont une future jeune maman. C'est pour très bientôt. C'est ça, hein, c'est dans un petit mois. Pour janvier. On entend beaucoup dans le monde de l'entreprise la difficulté de la place de la femme sur les différences salariales qui peut y avoir. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez trouvé plus compliqué, puisque vous êtes toutes les 3 des entrepreneuses. Alors d'ailleurs, vous dites entrepreneuse ou entrepreneur ? Vous dites quoi ? Est-ce que
Vous posez pas plus de questions que ça? Non, franchement, Voilà. c'est... Bon, je crois que dans le milieu de non. l'entrepreneuriat, on se prend moins la tête en fait avec tout ça. En fait, on fait du On a business. tellement d'autres choses à penser. Ouais, voilà. Il y a Que d'autres le priorités que terme, se dire qu'est-ce que je mets, est-ce que je mets un E à la fin c'est ou ça. pas. Voilà. SE.SE. Ouais, c'est à peu près. Mais est-ce que vous avez ressenti des difficultés particulières pour se lancer en tant que femme ou pas du tout? Et en discutant avec des entrepreneurs hommes, vous vous êtes dit que bon, en fait les problèmes sont exactement les mêmes. Même si effectivement quand on a des enfants et qu'on est dans son business, enfin c'est toute une organisation, c'est très particulier. Comment vous le voyez vous toutes les trois? Écoute, moi, je me sens totalement dégenrée par rapport à la question. Je me suis jamais vraiment posé la question de mon genre par rapport à l'entrepreneuriat. Après, j'ai peut-être aussi, je sais pas si c'est la chance, mais d'évoluer dans un métier qui est quand même assez féminin. Donc ça, je rencontre quand même beaucoup de femmes autour de moi. Donc c'est pas véritablement quelque chose sur lequel j'ai pu avoir un obstacle quelconque, ni un avantage d'ailleurs, je pense. Oui. Caroline? Moi, je dirais pas forcément sur le genre, mais plus se lancer en région, sur Nice. C'est plus ça qui a été un frein pour moi. Parce que bon, la plupart de mes clients sont à Paris, il y en a quelques-uns à New York, à Dubaï, mais c'est principalement sur les grosses villes, sur là où il y a vraiment les sièges sociaux. J'ai plus ressenti un manque ici de clients, de reconnaissance de mon métier aussi. Parce que le D'accord. merchandising, personne connaît ici. Il n'y a aucun expert en merchandising. Et À la limite, c'est tant mieux pour toi. Oui, c'est tant mieux pour moi, c'est vrai. Mais après, c'est ce qui va être plus compliqué, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Ici, ça va être d'attirer les clients et que les clients comprennent vraiment ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, la facilité, c'est de travailler avec les grosses marques parisiennes parce qu'elles comprennent. Donc, après, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément énormément de filles dans mon métier. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont avoir des agences de design. D'ailleurs, je connais qu'une seule directrice d'agence. Tous les autres, c'est vraiment très masculin, dans le design en tout cas. Mais non, c'est pas forcément... le fait d'être une femme, c'est pas forcément un énorme frein. Je dirais c'est plus d'être ici qui a été compliqué. On reparlera de Nice, mais enfin, moi je trouve qu'aujourd'hui, on entend quand même depuis 1 ou 2 ans de plus en plus de boîtes. Alors déjà des grosses boîtes qui viennent aussi s'installer ou au moins qui mettent des agences sur la Côte d'Azur. Et en termes d'entrepreneuriat, alors vous le verrez au fur et à mesure des épisodes et des gens qu'on reçoit, mais j'ai l'impression quand même que les lignes sont en train de bouger, qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale. Il y a un dynamisme de dingue. Et qu'on s'éloigne petit à petit de cette image déjà d'une ville de vieux. Moi, quand des camarades sur Paris me disent ah ouais, t'habites à Nice, c'est au milieu des vieux. Mais je dis mais en fait, ça fait depuis combien de temps tu n'as pas mis les pieds à Nice en fait? Manifestement, tu ne sais pas. Mais je trouve, je sais pas ce que t'en penses, Cyrielle. Toi, l'entrepreneuriat bouge maintenant dans le coin. Enfin, il évolue en tout cas. Oui. Je pense que tu vois, dans tous les after-work, dans toutes les soirées, dans tous les rendez-vous que j'ai pu faire, je trouve que ça bouge de plus en plus. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se réaliser. Et alors, soit des gens qui sont d'ici et qui ont monté leur truc, soit des gens qui se sont formés ailleurs et qui viennent pour le cadre de vie qui est quand même exceptionnel, qui se rendent compte qu'ici, en fait, il y a un vrai potentiel. Il y a un potentiel incroyable. Et c'est aussi pour ça que il y a ce réseau qui est en train de naître et ce dynamisme. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. C'est en train de bouger. Mais ça fait 2-3 ans, en fait. Hein. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'after-work. Bon, d'ailleurs, on va saluer les camarades de Nice Apéro, Damien et Olivier, que nous avions interviewés dans notre podcast Rendez-vous sur la prom. Ça a été un moment très difficile parce qu'ils sont incapables de se tenir sans raconter une bêtise toutes les 2 minutes et c'était top. Et Nice Apéro, par exemple, est un exemple d'after-work et de vrai réseautage. Et bravo à eux et que ça continue
voilà. Oui, ils cartonnent en plus. Je crois que sur les réseaux, ils ont à peu près 20 000, c'est très très fort. 20 000 et abonnés. Donc, à chaque bien sûr. rendez-vous, une fois par mois, ils ont beaucoup de monde. Et donc les gens qui sont dans le business et qui écoutent ce podcast, je vous conseille fortement de regarder la page Facebook. Oui, il y en a qui sont encore sur Facebook, de Nice Apéro. Et on vous mettra le lien dans la description de cet épisode. Et c'est un rendez-vous, c'est the place to be. Entre autres, il y en a d'autres bien évidemment, mais ça c'est plutôt pas mal. Je voudrais revenir sur French Riviera Talent. Et donc aujourd'hui, il y a l'accompagnement des marques, les aider à s'installer, à se développer. Tu continues toujours en fait cette partie quand même RH d'aller trouver des talents. Oui. Et alors justement par rapport à ça, aujourd'hui, comment tu identifies des talents? Comment tu vas les trouver? Le réseau. Vraiment, il y en a qui me trouvent par LinkedIn et c'est tellement... Enfin, j'ai eu des moments où je me disais, c'est incroyable parce que c'était des gens qui m'avaient trouvé sur LinkedIn et qui habitaient à Paris et qui ont parlé de moi à des gens qui étaient à Nice et qui, eux, m'ont contacté. Et après, pour moi, quand je trouve qu'il y a des gens qui sont très bons, c'est peut-être que ce que je vais dire, je vais pas me faire des amis, mais ils se reconnaissent un peu entre eux. Tu vois, c'est-à-dire des gens qui sont bien câblés, qui sont sérieux, qui ont une expertise dans leur métier, ils se reconnaissent entre eux. Et donc, du coup, quand on a 1, 2 ou 3, en fait, t'as tout un réseau derrière. Et donc, moi, c'est comme ça, c'est du bouche à oreille. C'est-à-dire que quand j'ai lancé French Riviera Talent, via LinkedIn, il y a des gens qui m'ont contacté, que j'ai rencontrés, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Il y a eu aussi une période où je proposais des services de coaching sur prépa d'entretien, refonte de CV, toutes ces choses-là. Et ça m'a fait rencontrer encore d'autres profils qui étaient top. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et je pense que j'ai la chance quand même, par cette petite notoriété que j'ai sur LinkedIn, d'avoir un réseau où, comme on n'est pas très nombreux sur le créneau que moi j'ai, sur ce positionnement-là, il y en a quand même plein qui me contactent chaque semaine en me disant « Recrutement Côte d'Azur, ok, c'est toi ». Donc le bouche à oreille se fait assez facilement. Il existe déjà des boîtes de chasseurs de tête dans la région ou pas du tout? Alors pour moi, c'est plutôt... Il y en a quelques-uns que je suis un peu de loin. Je sais qu'ils se sont lancés, pareil, un peu à leur compte. Et après, c'est des cabinets parisiens qui parfois ont mis une antenne à Nice, mais c'est souvent des plus gros cabinets. Donc moi, c'est pour ça que... et après, tu as tout ce qui fait... tous ceux qui font de l'intérimaire. Et ça, c'est pas du tout mon créneau. Tu vois, on est sur des volumes qui n'ont rien à voir avec ce que moi je fais. Moi, je vais aller trouver un directeur de boutique parce que je sais exactement ce qu'on demande d'un directeur de boutique à Cannes, ce qu'on demande à un directeur de boutique de luxe à Monaco. C'est pas la même chose. Tu vois, j'ai la compréhension du métier sur le terrain. Et je trouve que dans les cabinets actuels, il y en a très très peu qui ont, tu vois, cette expertise opérationnelle-là. Feriel, pour French Riviera Talent, aujourd'hui, comment... Alors, toi, dans ton domaine, et vous, ce que vous apportez toutes les trois, comment vous arrivez à apporter quelque chose de particulier, ce qui fait votre identité aux marques, dans un milieu qui est quand même sur la Côte d'Azur, enfin, qui est très concurrentiel. Quelle est la promesse, entre guillemets, c'est quoi la touche de French Riviera Talent? Qu'est-ce qui va faire la différence? Mais du coup, je crois que Cyrielle l'a souligné, on a quand même une expertise de par nos expériences passées aussi qui nous permettent d'apporter, en tout cas je l'espère, du sérieux, du fiable et une connaissance assez fine aussi de la région, de plus en plus. C'est très concurrentiel ici? Je dirais pas forcément extrêmement concurrentiel sur Nice, parce qu'en fait les gens ils font pas encore énormément appel aux Niçois parce qu'ils savent pas qu'il y a forcément des forces pour réfléchir, pour créer quelque chose ici. Donc aujourd'hui, en fait, il y a encore énormément de choses sur les événements, sur plein de projets qui vont se faire directement sur les sièges sociaux. Du coup, ça va être à Paris, ça va être, par exemple, pour les gros salons qui vont être sur Cannes, sur Monaco,
toutes les forces pensantes vont rester encore aujourd'hui à Paris. Donc l'objectif, nous, c'est vraiment, avec cette agence, sachant qu'on a l'expertise parisienne, qu'on a toute aussi une expertise internationale, qu'on a toutes des expertises de grosses boîtes, c'est de ramener justement cette expérience sur Nice et de nous faire connaître et de dire, bah voilà, maintenant, vous pouvez vraiment avoir une agence globale qui va s'occuper de votre marque, qui va s'occuper de votre événement sur Nice. Oui, c'est la question que justement, en t'écoutant, j'avais envie de poser, c'est que vous êtes toutes les trois, et d'ailleurs toutes les quatre parisiennes, installées aujourd'hui sur Nice. Le but, c'est quoi? C'est de dire aussi, arrêtez de prendre l'avion et de monter sur Paris pour aller chercher des trucs. En fait, nous, on va vous l'apporter ici et on va faire aussi bien. Peut-être d'ailleurs même mieux, non? Parce qu'on est sur place. Oui, parce qu'on connaît aussi le terrain. Je pense que ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait constaté, c'est que, tu vois, quand tu as des événements comme le Festival de Cannes, des choses comme ça, et que les marques... Enfin, tu vois, elles-mêmes nous disent, en fait, on n'a pas trouvé de personnes sur place. Et donc, du coup, on a fait venir notre agence de Paris et tout le monde descend. Et alors là, tu te dis, bilan carbone, bravo. Les frais logistiques, bravo. Et puis, je trouve que quand tu es parisien et que tu n'as pas mis un pied dans le sud ou que tu connais pas bien, tu vas toujours aller au même endroit. Par exemple, les Parisiens se retrouvent tous à l'Hôtel Amour, tu vois. Ils vont tous au même endroit. Là, il va y avoir le Mama Shelter, mais la région regorge de trésors. Je confirme. Ouais, c'est vrai. Et il faut être sur place pour les connaître, pour sortir un peu des sentiers battus. Et le but, c'est de dire ça, c'est French Riviera Talent, c'est aussi une passerelle. Tu vois, on crée une passerelle parce que on maîtrise pleinement les exigences des grandes marques et on a ce niveau-là d'exigence, nous, et d'excellence. Et en même temps, on a cette connaissance ultra fine du terrain, des consommateurs, du rythme de vie qui est très particulier. En fait, le cycle saisonnier ici, c'est quand même Nice est la deuxième ville la plus touristique de France depuis cette année. Donc, la population, elle est multipliée par je ne sais pas combien en été. Donc, forcément, ça a un impact sur le tourisme, ça a un impact sur les événements, ça a un impact sur économiquement sur plein de choses. Et du coup, il y a plein de... Je pense qu'il y a aussi pour ça qu'il y a plein d'initiatives qui naissent. C'est qu'il y a plein de gens qui se rendent compte de toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Et nous, on est vraiment là pour dire... nous, on fait la jonction, tu vois, entre les deux. Et ça va pas que dans le sens Paris-Nice, ça va aussi dans le sens Sud-Paris. Je m'explique. Tu es une marque pas très grosse et tu te développes plutôt bien dans le sud, mais tu as envie de passer la next step. Et pour passer la next step, pour scaler, tu sais qu'il va falloir passer par Paris. En fait, il va falloir revoir généralement les codes visuels de la marque. Et donc, c'est là que Ferial, elle est hyper clé parce qu'elle va venir sur la partie stratégique en amont de dire, OK, là, pour adapter tel type de dialogue à un dialogue plus parisien, plus national, voilà un peu la jonction. L'ADN de la marque, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, comment on va... Tu me dis si je dis n'importe quoi. C'est très bien. Mais voilà, les valeurs clés de la marque, ce sont ça. Comment on les duplique pour aller parler à un nouveau marché. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet aussi parce qu'on en a de plus en plus de marques dans le Sud qui grossissent parce qu'il y a le potentiel ici, mais à un moment, si elles veulent scaler, elles veulent se développer ailleurs, que ce soit en France ou à l'international. Caro, elle a beaucoup bossé au Moyen-Orient, à Dubaï et tout, et c'est aussi un autre marché extrêmement dynamique avec ses modes de fonctionnement très propres. Il faut être accompagné. Tu peux pas te lancer comme ça. Tu ne te lances pas et tu ne fonctionnes pas bien à Paris comme tu as pu le faire dans le Sud. Et c'est pas parce que tu as cartonné dans le Sud que tu vas cartonner à Paris ou en région parisienne. Et inversement. Ou dans d'autres parties du monde aussi. Ou dans d'autres parties du monde. L'Asie réfléchit complètement différemment, le Moyen-Orient aussi, les États-Unis aussi. Chaque marché vraiment a ses spécificités qu'on a la chance de plus ou moins connaître parce que c'est des marchés sur lesquels on travaille. Et c'est vrai que c'est une force qu'on peut ramener à une boîte niçoise qui a envie de se développer. Si par exemple une boîte niçoise veut aller à Dubaï, oui, les codes vont être
vraiment drastiquement différents et il faut les connaître pour accéder sur ce marché, sinon ça va être un fail tout de suite. C'est quand même une sacrée force en fait que vous apportez parce que vous êtes capable de faire passer des steps en fait supplémentaires en disant bah, ok, on va vous aider pour faire quelque chose de top là où vous êtes sur la région sud, sur la Côte d'Azur, mais les steps suivants, on peut vous y amener parce qu'on sait comment faire, quoi. Exactement. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi un autre paramètre, parce qu'on parle beaucoup de région, on parle d'internationalité, on est quand même dans un mouvement, on va chercher de plus en plus d'authenticité, d'aller chercher, on le voit avec le phénomène Airbnb, d'avoir quelque chose de plus personnalisé, donc du coup, c'est intéressant de connaître différentes cultures et de pouvoir s'adapter au langage et au code de la région. Ici, je trouve ça assez merveilleux, c'est comment on parle de la Côte d'Azur, est-ce que c'est rétro, est-ce que c'est moderne, il y a plein de potentialités, comment on parle de la rusticité, comment on parle de tout l'imaginaire de la Riviera, comment on adapte le langage. Et ce qu'on a fait pendant des années dans des régions du monde à Paris, aujourd'hui, le défi et le challenge, c'est aussi de le faire ici. Bon, alors, après, sur le coup de l'international, je pique un peu, c'est presque un peu trop facile finalement, parce que bon, alors déjà, vous appelez French Riviera, donc ça parle absolument dans le monde entier, et Exactement. la French Riviera parle dans le monde entier. Bien sûr. Vous pouvez aller n'importe où, Cannes, on va parler de Nice plutôt, mais bon, voilà, Cannes, tout ça, la Côte d'Azur, c'est plus facile à vendre, non ? Oui. Que Ça fait d'autres rêver le régions. monde entier. Je donnerai pas le nom parce que je veux me fâcher avec personne. Tu sais qu'on n'est pas dans la Creuse. Attention, oulala, Mais c'est très sympa. Alors écoute, tant que tu assumes ce que tu viens de dire, voilà. Non, je parlerai de la Corrèze parce que j'aime beaucoup la Corrèze et du coup j'ai une maison de vacances là-bas. Du coup la Corrèze c'est vachement bien, mais c'est vrai qu'à part des vaches, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais donc oui, Du coup, donc pour aller reste sur la Dubaï, French ils Riviera. connaissent la French Riviera, ça leur parle. Exactement. Donc ça veut dire que typiquement une boîte qui se développe, que vous allez accompagner dans le sud, elle n'est pas obligée de faire le step Paris pour aller sur l'international, elle peut y aller directement parce qu'il y a cette image. Oui. Oui, on n'a pas forcément besoin de passer par Paris. Déjà que oui, la French Riviera, c'est du Made in France. Il y a Made in Paris et après vraiment la région la plus connue dans le monde entier, ça va être la French Riviera, ça va être tout l'imaginaire qu'on a autour de ça. Et du coup, de jouer aussi sur ce nom, c'est vrai que ça nous donne une image à l'international, je pense, qui peut fonctionner. Je fais un pas de côté par rapport au business. Est-ce que, on parle de la French Riviera, est-ce qu'on travaille différemment ? Alors, vous disiez qu'il y a de toute façon une différence en termes de business par rapport à Paris, il y a d'autres endroits dans le monde bien évidemment, mais est-ce que la vibe de la Côte d'Azur fait que les méthodes de travail sont pas exactement les mêmes, on vit pas forcément au même rythme, enfin je sais pas. Est-ce que vous qui avez travaillé sur Paris, vous travaillez aujourd'hui différemment, pas sur le business pur, hein, dans votre comportement d'entrepreneuse ? Est-ce que vous seriez exactement dans le même état d'esprit si vous étiez à Paris ? Non, je pense pas. Je trouve que l'humain, il est plus important en fait ici. Mm. Vraiment, le côté humain, il compte beaucoup plus. Et je trouve qu'ici, il y a quand même un respect de l'équilibre pro-perso, tu vois, qu'ils ont complètement sacrifié à Paris. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y retourne, on se dit « Oh là là, mais c'est quoi ce stress, en fait ?» Tu vois. Oui, ça fait ça à chaque fois. Hein, Ouais, bah oui. Donc, alors, tu te remets en mode parisien, mais... tu baisses la tête, tu marches très vite dans le Ouais, métro. tu marches très vite, voilà, tu t'assures d'être bien habillé en noir, en gris ou en kaki si t'es un peu funky. Mais voilà, alors qu'ici, je trouve que dans le sud, il y a vraiment une liberté créative, en fait, qu'il n'y a pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi comme territoire d'expression des marques. Et on en parle pas mal en ce moment avec Ferial notamment, mais on trouve qu'il y a pas mal de marques qui n'exploitent pas assez, tu vois, cet ADN-là. C'est-à-dire que t'es pas obligé de parler de Brigitte Bardot pour parler de la French Riviera. Ça, c'était avant. C'est sûr que ça joue sur tout l'imaginaire de la Côte d'Azur et le côté ultra glamour et ce que tu veux. Les films de la Nouvelle Vague. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous, on l'a repris un peu dans l'appellation de l'agence.
Mais aujourd'hui, actuellement, la French Riviera, c'est un dynamisme sans précédent. C'est le côté très authentique dont tu parlais tout à l'heure. C'est des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir. Je regardais l'autre jour, il y avait ça date d'il y a quelques semaines, mais il y avait un reportage de TF1 sur la Côte d'Azur et en quoi la Côte d'Azur devient un écrin pour les marques de luxe et comment les infrastructures s'y adaptent. Et en fait, dans le vocabulaire qui est utilisé, tu sens bien qu'on change d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que maintenant, le luxe, c'est d'aller visiter le plus petit vignoble de France. Tu vois ce que je veux dire ? On est passé sur quelque chose, sur des ordres de grandeur où si c'est petit, ça veut dire que c'est intimiste et que c'est là que se fait le côté extrêmement select, en fait. Et là, la Côte d'Azur, je trouve qu'elle a beaucoup à jouer. On n'est pas sur les plus grands immeubles, on n'est pas sur les plus grands... Tu vois, on est sur quelque chose de beaucoup plus authentique et de beaucoup plus tourné vers l'humain. D'ailleurs, on a un épisode... À chaque fois, j'arrive à raccrocher quelque chose. J'adore, un épisode de commercial. rendez-vous sur la prom avec le domaine de Vinceline, qui est le plus petit domaine de Belley. Exactement. Et avec un vin qui est magnifique et une histoire familiale qui est assez extraordinaire. Et je vous conseille de l'écouter. Et ça donne juste envie d'aller acheter plein de cartons chez eux. Et faites-le, vous ne serez pas déçus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des grands projets sur lesquels vous travaillez, vous êtes très attentif pour French Riviera Talent, vous en êtes où en ce moment ? On a des sujets mais dans le pipe et du coup c'est encore confidentiel, mais sur 2025 vous allez avoir des jolis événements et des jolies choses qui vont sortir. Tu voulais dire quelque chose, Feriel ? Non, non, c'était plus pour parler de rebondir de ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi un art de vivre signature sur la Côte d'Azur qui est hyper important et qui n'est pas exploité. Et quand tu parlais des méthodes de travail, moi à Paris, dans mon agenda, je mettais tous mes rendez-vous et ensuite je mettais les loisirs. Alors que depuis que je suis arrivée ici, c'est un peu le contraire. Je mets d'abord les loisirs, le perso, exactement, les activités sportives. Et je mets le travail autour. Donc ça change quand même, je trouve, la mentalité, l'état d'esprit. Et ça prépare aussi à faire des connexions et des rencontres qui sont plus dans l'intimiste et plus dans l'humain. Mais j'ai l'impression je sais pas, Caroline, tu vas en plus, avec bientôt une petite fille qui va naître au soleil au mois de janvier, c'est beau quand même, avec vrai. une température qui sera quand même assez Elle aura peut-être pas besoin de moufle. Elle aura peut-être pas besoin de moufle, c'est certain. Il y a de fortes chances en tout cas. J'ai l'impression qu'en termes de business, le fait de travailler dans un environnement comme ça qui peut paraître plus intimiste, plus zen, un truc tout bête, la lumière, on a toujours tendance, et notamment quand on est à Paris, alors on est très focus sur le boulot et puis parce qu'on est en plus tous les déplacements prennent beaucoup de temps et de se dire bon allez moi je fais 80-90 heures 120 heures par semaine et donc c'est très très bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le nombre d'heures de travail qui te rend efficace. Peut-être d'ailleurs qu'au bout d'un moment, tu l'es moins. En fait, tu déclines et que l'équilibre pro-perso, il peut être très efficace dans le business aussi. Exactement. D'avoir cette lumière, comme tu disais, déjà, on est full vitamine D toute l'année. On a aussi des orangers absolument partout autour de chez nous. Du coup, on est full vitamine C. Et on est vraiment rattaché à la nature beaucoup plus qu'à Paris. Ici, les week-ends, on va pouvoir se ressourcer, juste aller faire une petite rando, même si c'est 2 heures. C'est 2 heures incroyables, alors qu'à Paris, on va être sur le bitume. Si on veut sortir de Paris, on va mettre 2 heures de voiture dans les bouchons. On va revenir de notre week-end encore plus fatigué pour attaquer le lundi matin. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on a un équilibre qui est beaucoup plus sain et qui permet de mieux se reposer, du coup d'être plus efficace, de pas faire justement 90 heures semaine, parce que déjà, on n'a plus envie de le faire. On l'a fait, il y a eu, je pense, beaucoup de burn-out et il y en a énormément à Paris. Je pense qu'il y en a beaucoup moins ici parce que justement, on arrive à avoir un équilibre qui est beaucoup plus stable entre vie perso, vie familiale, vie pro, soleil. Voilà, on est beaucoup plus équilibré, je pense, beaucoup moins stressé et plus efficace sur Nice.
Il faut d'ailleurs écouter l'épisode avec Miguel, notre psychologue maison qui parle des burn-out et de voilà la manière dont il faut faire attention à tout ça. Et, quand on a enregistré l'épisode, d'ailleurs c'est assez marrant, il nous expliquait que lui il préfère soigner les gens en bonne santé et donc il expliquait qu'il faut aller voir le psy quand tout va bien, justement pour se préparer pour la suite, mais que ici ça se passait plutôt bien. Je voudrais revenir. J'aime bien parler justement en parlant de burn-out, c'est l'équilibre du tabouret. On a la vie perso, la vie pro, la vie familiale, la vie amicale. On a 4 pieds dans le tabouret. En fait, si on commence à squeezer trop de pieds, on finit c'est intéressant comme à tomber tout de suite et du coup on perd notre stabilité qu'on arrive beaucoup plus à avoir, je pense, ici. Et on est plus efficace dans le business. C'est bon, la thématique de ce podcast, et c'est bien effectivement d'avoir son business, de rentrer de l'argent. Mais en fait, si on travaille mal, de toute façon, si on est fatigué, l'argent rentre moins. Et puis pourquoi aussi, si on peut pas en profiter, ça sert à quoi ? Ouais. C'est très cliché, mais les gens qui sont pas du coin se rendent pas forcément compte de manger un sandwich sur la plage, en fait, regarder la mer et passer une demi-heure, ça rend... Bon, comme on dit, nous on habite là où vous venez en vacances, mais en fait, ça fait, on a l'impression cette impression de déconnexion complète et de repartir en fait dans le boulot beaucoup plus efficace. Tous les week-ends, ce sont des vacances. C'est vrai, hein. Donc c'est ressourçant. Moi, je sais pas, c'est quasiment les 2 premières années, j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin d'un seul jour de vacances. Parce que j'avais l'impression d'être tous les week-ends en vacances. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. C'est clair. On va revenir sur le domaine de la mode. Feriel, comment alors, un domaine que je maîtrise assez peu, je dois l'avouer. Je suis pas capable de te dire quelles seront les couleurs de l'été prochain. Toi, certainement. Comment justement on fait de la veille ? Comment on reste efficace, attentif dans un domaine qui bouge tout le temps ? Alors un truc tout bête, moi ça me paraît fou. Comment tu peux me dire quelles seront les prochaines couleurs ? Alors, très bonne question déjà. Merci. Parce que j'en ai fait même un sujet de mémoire, figure-toi. Il y a beaucoup de travail, un peu d'intuition et quand même, il faut l'avouer, un petit peu de, on va dire, saupoudrage de prophéties autoréalisatrices. C'est aussi parce que... Prophéties autoréalisatrices, ça m'intéresse ça. C'est parce que on te juge expert que quelque part, tu as une légitimité à lire et à prendre la parole dessus. Je te donne un exemple, Rihanna se rase la moitié de la tête demain. Elle a une légitimité à le faire que toi, peut-être, tu auras moins à le faire et on va pas dire que c'est forcément une tendance si tu le fais. Ce sera plutôt accidentel. C'est possible. On n'a pas le même nombre de followers. Voilà, donc il y a aussi une matière de diffusion. Donc c'est... Quand je dis le travail, c'est de la veille quotidienne, c'est de regarder ce qui se passe et ce qui se croise, c'est-à-dire que toutes les tendances TikTok nous intéressent moins parce que c'est quelque chose qui va s'essouffler au bout de quelques semaines. Il y a un temps incompressible pour les marques pour fabriquer des vêtements, pour aller chercher aussi de la matière première. Et notre travail, c'est d'aller chercher des tendances qui vont quand même être durables et durer au minimum toute une saison. Une saison, c'est quoi ? C'est 4 mois, 6 mois ? On peut considérer que c'est 6 mois à peu près. Alors après, tu as des drops qui raccourcissent un petit peu. Enfin, c'est plutôt sur des compressions de quelques semaines. Mais on fait quand même un travail de fond et d'analyse assez dense. Et on va aussi bien regarder ce qui se passe dans la presse économique. On va regarder ce qui se passe au niveau des changements de comportement des consommateurs. Même cette conversation peut être utile pour mon travail parce que c'est vrai qu'on voit aussi un vrai changement au niveau de notre rapport au travail. Donc, comment ça peut s'appliquer sur les vêtements ? Est-ce qu'on est plus décontracté ? Est-ce qu'au contraire, on va revisiter le costume avec des volumes un peu plus amples ? Donc, tu vois, c'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller rechercher quelque chose de macro pour aller voir comment ça s'applique jusqu'à aller sur la petite tendance. Tu parlais à l'instant de communication, je m'adresse à vous deux, Caroline et Cyrielle. Comment aujourd'hui, même si je sais que Cyrielle, tu es capable d'y répondre, comment aujourd'hui vous communiquez sur French Riviera Talent ? Je sais que Cyrielle, tu as refait la partie Insta, donc Caroline doit être aussi de conseils par rapport à ça. Aujourd'hui, on communique avec quoi pour le business, pour votre agence, dans votre domaine ? C'est Cyrielle, tu parlais de TikTok. Est-ce que c'est TikTok ? Est-ce que c'est Insta ?
Insta? Est-ce qu'on met encore des choses sur Facebook? Est-ce qu'il faut pas mettre des choses sur Facebook? On fait quoi aujourd'hui en termes de com? Aujourd'hui, on est plus sur LinkedIn, Insta. LinkedIn, en fait, c'est là vraiment où on va retrouver les experts qui vont vouloir parler que de business. Ça va vraiment être une sphère professionnelle et pour moi, c'est celle qui marche le mieux. Après, là, on s'est lancé sur Insta. Cyrielle fait un travail magnifique sur Insta. C'est vraiment elle qui est le moteur de notre communication. Et d'ailleurs, merci. Mais du coup, là, pour le moment, c'est vraiment ces 2 médias qu'on utilise. TikTok, pas forcément, parce que c'est pas forcément la tranche d'âge qu'on cible, sachant qu'on cherche des gens qui ont déjà des marques, ou qui sont un peu capés. Donc c'est peut-être des gens qui sont au-dessus de 25 ans. Alors que sur TikTok, on va vraiment être sur une population qui va être un peu plus jeune. Pardon, mais c'est pas en train de bouger sur TikTok? J'ai l'impression, alors on continue toujours à avoir des chats qui dansent, mais il y a de plus en plus d'informations. Ça évolue de plus en plus, ouais. J'entendais tout à l'heure sur un podcast que j'écoutais avant de venir ici, que sur TikTok, on trouve notamment le moyen, enfin il y a des prompts qui sont partagés pour ChatGPT, donc je me dis que TikTok évolue. Hein. Alors ça va être peut-être sûrement un prochain réseau social à aborder. Qu'on n'a pas encore fait. En fait, ouais, c'est en cours. Pour être tout à fait transparente, quand on a décidé de lancer les vidéos, alors, le but des vidéos, c'est-à-dire, moi je me suis dit, la vidéo sur LinkedIn, ça va développer un peu la notoriété. En réalité, je me rends compte que l'impact de la vidéo sur LinkedIn, il n'est pas si important que ça. Il est plus important sur Insta, oui. Où tout de suite, ça développe la communauté et ça apporte des leads. Donc des leads, c'est-à-dire des prospects qui sont intéressés par notre activité. Oui, parce que le but du jeu, c'est de rapporter, oui, à un moment, de rapporter du client. C'est pas d'avoir une communauté. Spend money to make money. Hein. Donc voilà. Mais oui, en effet, c'est pas pour la gloire, mais c'est vrai qu'il y a un côté notoriété sur Insta. Un peu plus que sur LinkedIn, et c'est pour ça que les sujets qui sont abordés dans les vidéos sur Insta en ce moment, c'est plutôt des vidéos de démocratisation de thèmes autour de la mode et du retail, des tendances, enfin voilà, sur des choses qui sont des sujets que nous on gère au quotidien, qui pour des experts du domaine va peut-être pas avoir grand intérêt parce qu'ils vont se dire enfin ça nous on le sait en fait, mais le but c'est vraiment de venir démocratiser et de se positionner avec une certaine notoriété, parce que mine de rien l'un ne va pas Enfin, l'un nourrit l'autre, tu vois, la notoriété va nourrir le business et le business va nourrir la notoriété. Et sur TikTok, il y a des sujets sur les algos en ce moment qui font que quand on poste les vidéos, on est en train de bosser dessus avec l'agence qui nous accompagne, mais il y a des problématiques d'algo qui sont pas réglées encore, donc tu peux poster une vidéo et en fait avoir 5 vues, ce qui est complètement compréhensible, et en fait tu la repostes 2 jours après à un autre créneau horaire, tu fais 100 000 vues, la même vidéo. Donc on va être sur TikTok avec un peu de chance, peut-être au moment où le podcast sortira, donc n'hésitez pas à aller voir. On mettra tous les liens de toute façon. Voilà, mais c'est plus pour de la notoriété et parce qu'il faut y être. Et c'est la même chose avec Facebook, c'est-à-dire que Facebook ne va pas forcément nous rapporter de lead mais tu ne peux pas ne pas y être, tu vois, c'est plus ça fait partie de ces canaux. Tout à l'heure tu nous disais il y a la page Facebook de Nice Apéro, il y a quand même quelque chose d'assez générationnel, je pense, donc t'as des gens à 40 ans, je pense, ils sont beaucoup plus à 40 ans et plus, ils sont beaucoup plus sur Facebook que sur Insta. Je fais une généralité, mais globalement, voilà. Et les jeunes qui ont 18-20 ans, est-ce qu'ils sont sur Facebook je sais pas, peut-être parce que à 15 ans, ils ont le droit, leurs parents leur ont dit « Ok, tu peux t'y mettre », mais est-ce qu'ils sont actifs dessus ? Je suis pas sûre. Non, il y a peu de chance. Même. Voilà, donc le but est quand même d'aller parler à la majorité, parce que c'est aussi comme ça que tu prends du terrain, en fait. Que tu prends du terrain, si tu prends du terrain, tu prends la parole
Et si tu es le premier à prendre la parole sur un domaine, tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile en termes de présence à l'esprit. Et c'est aussi ça, la com et la publicité, et voilà, et le branding, c'est il faut que ta marque, il faut que ton entreprise, elle ait une notoriété élevée. Et donc, en termes de présence à l'esprit, on parle d'un sujet sur la Côte d'Azur. Pour nous, c'est on prend sa French Riviera Talent, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie les canaux. Et ça, aujourd'hui, les canaux, c'est plutôt toi qui vas t'en occuper, Caroline, en tout cas définir la stratégie de ça publication. va être plus Adeline qui va s'occuper. Moi, je vais vraiment être plus sur le physique, sur du packaging, sur du retail, du merch. Et c'est vrai que comme on fait toutes les deux de l'identité avec Adeline, je lui laisse surtout aller. Elle travaille sur le web, ce que je vais faire très peu. Du coup, ça va plus être sa partie. Et justement, à travailler avec l'IA aussi, qui est un vrai outil. Pour tout ce qui est réseaux sociaux. Du coup, c'est elle qui va s'en occuper. C'est compliqué aujourd'hui pour une marque dans la mode, le retail, d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est typiquement un domaine qui est totalement saturé. Non ? Il y a encore de la place, il y a encore plein de créativité à mettre dedans et il y a encore des surprises de marques qui arrivent à percer. Il y a encore de la place pour le business. Ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup d'idées, mais moi, ça me paraît encore un champ des possibles à conquérir. On va arriver vers la fin de cet épisode. J'ai encore quelques questions à poser. Alors déjà, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez dire à une marque qui veut soit s'implanter sur la Côte d'Azur, ou qui n'est pas d'ici, ou une marque qui se monte sur la Côte d'Azur? Est-ce qu'il y a des choses à pas louper en montant son business, en montant sa marque ici? Il faudrait qu'on charge pour te donner tous ces conseils. Déjà, on leur dit venez. Mais évidemment, voilà, oui, déjà. venez, tout simplement. Mais en fait, c'était ça la réponse. Voilà, venez. Non, mais le potentiel, vous il aider. est énorme. Le potentiel, il est énorme. Enfin, moi, je l'ai quand même bien vu en travaillant dans les marques de luxe. Le potentiel, il est incroyable. Et pour moi, les enjeux aussi, là, des années à venir, c'est, tu vois, la Côte d'Azur, on dit que... Enfin, en fait, tout le monde regarde, à Paris, ils regardent tous, tu vois, dans les bureaux, ils regardent ce qui se passe sur la Côte d'Azur en été, parce que c'est la haute saison. Je pense que là où il y a... Quand tu dis est-ce que c'est saturé ou pas, je pense qu'il y a de plus en plus de business à aller choper en basse saison. Tu vois, et je trouve que la ville de Nice, notamment, le fait très très bien dans sa communication. Il y a quelques mois, je crois que c'était en février-mars, ils avaient fait une com dans toutes les capitales européennes pour dire venez passer votre hiver, en fait, venez passer un week-end en hiver sur la Côte d'Azur. Et tu vois, et il faut savoir que historiquement, la haute saison de la Côte d'Azur, c'est l'hiver. C'était l'hiver. C'est l'hiver, bien sûr. C'était l'hiver. Donc, je trouve qu'on est en train de tu vois, le potentiel de la Côte d'Azur, c'est qu'il y a toujours ce côté, comment dire, c'est un cercle vertueux, tu vois, et c'est quelque chose, tout est assez complémentaire les uns des autres, mais c'est comment dire, des personnes qui viennent, qui ont quitté le Paris pour venir dans le sud et donc du coup qui dynamisent la région. Pour moi, les marques, pour elles, il y a un vrai enjeu en fait à garder ces bons profils et donc venir créer aussi des, tu vois, comme des petits noyaux de boîtes, des antennes en local, en régional, pas que sur la côte, mais je trouve que notamment sur la côte, parce que c'est incroyable en fait le nombre de personnes qui se sont installées dans le sud depuis la fin du confinement. Et en parallèle, on a tout ce côté touristique qui n'est plus que en été, mais parce que aussi on recherche, ça c'était un sujet qu'on a abordé très très brièvement, mais que Feriel connaît hyper bien, c'est-à-dire que maintenant le nouveau luxe, c'est plus d'aller là où tout le monde va, c'est d'avoir, tu sais, c'est d'aller chercher les petits endroits, et donc c'est aussi pour ça qu'on parlait de la Côte d'Azur tout à l'heure, mais c'est
c'est plus le tourisme de masse. Donc, les gens qui ont les moyens, ils vont aussi avoir envie de venir sur la Côte d'Azur, pas du tout en juillet, mais plutôt en septembre, en novembre, en février, en mars. Et donc, du coup, ça fait un vrai potentiel, tu vois, de business sur toute l'année. Et donc, que dire à des marques qui souhaitent se développer sur la côte? Il va falloir faire preuve d'agilité. Parce qu'il va falloir repenser les codes, il va falloir repenser l'offre, parce qu'il y a une clientèle locale versus une clientèle internationale, et que du coup, tu travailles pas pareil avec les deux, mais qu'il y a, pour moi, un champ de possibles assez infini en termes de business et en termes de de développement de marque, de discours de marque, d'expression de marque, qui est assez important. Et Feriel nous est en train de bosser sur un sujet qui est passionnant, sur lequel on se challenge un petit peu, qui est quelle est l'identité visuelle de la Côte d'Azur, tu vois, et son attrait, et pourquoi les marques aujourd'hui, en fait, renient un peu à aller sur ce terrain-là. Tu vois, c'est-à-dire que, à part Jacquemus, qui fait ça à merveille, où t'as le côté provençal, mais c'est pas too much. Tu vois, il a réussi à donner une notion hyper élégante, hyper aspirationnelle, très internationale aussi, à ce côté sud de la France. Et donc, ce qui veut dire que dans l'identité du sud, dans l'identité de la Côte d'Azur, il y a, on le redisait tout à l'heure, mais des pépites, il y a vraiment des choses à aller chercher sur l'ADN de la Côte d'Azur. Et pour moi, les marques qui sont d'ici, elles le revendiquent pas assez, mais parce que je pense que parfois, elles ne savent pas comment le faire. Et c'est bien dommage. Tu vois, c'est bien dommage. Et s'il y en a des marques qui nous écoutent et qui se disent « Ah bah oui, nous on vient du Sud, mais on sait pas trop comment en parler parce qu'on a peur que tout de suite ça fasse un peu cheap, que les Parisiens ça leur plaise pas, que ça va nous bloquer pour un développement international. » Bah, en fait, non. Là, le but aussi de notre agence, c'est de venir dire « Nous, on est capable de vous dire en fait sur quel levier actionner et qu'est-ce qui va être intéressant parce que tu le disais tout à l'heure, mais je sais plus laquelle des deux, je crois que c'était toi qui parlais du storytelling, les clients, les consommateurs, ils ne créent du lien avec une marque que s'il y a du storytelling et de l'émotionnel. Et donc ça va se créer par quelque chose de très authentique et notamment l'histoire, tu vois, les fondations, les racines d'une marque, bah, c'est du pain béni pour créer de la communication autour de cette marque. Et il y a trop de marques, je trouve, que moi je suis, que je vois de loin, qui viennent du Sud et qui n'utilisent pas ce truc-là, je pense, par peur d'aller faire un faux pas. Bon, de toute façon, vous serez là pour ça. Exactement. Voilà, pour les aider. French Riviera Talent, dans 10 ans, ça devrait avoir... Vous voulez que ça ait quelle tête? Écoute, la même avec des rides. Ah, on voit bien les femmes qui parlent. Préoccupation qu'on se serait même pas... Une réflexion qu'on n'aurait même pas faite en tant qu'homme. Moi, je sais pas, je me dis qu'on pourrait avoir encore plus de talent avec nous pour avoir une expertise encore plus pointue et du coup une renommée vraiment importante sur la Côte d'Azur et ailleurs aussi, que ce soit à Paris, à l'international, qu'on ait beaucoup de marques qui nous fassent confiance. Parce que là, aujourd'hui, on est encore tout récent, on s'est lancé au mois de septembre, donc tout est encore à faire. C'est vrai que je pense qu'il y a une véritable volonté, en tout cas, d'avoir un collectif assez fort avec pas mal de talents et de regrouper des forces locales, justement. Parce que moi, jusqu'à présent, je signais mes missions à Paris pour les faire sur la Côte d'Azur. J'en suis ravie, mais si on peut avoir un ancrage beaucoup plus fort et quelque part de bénéficier presque de cette petite cuvette, tu vois, c'est justement intimiste que représente Nice, en tout cas, je serais ravie. Je suis d'accord. Et je pense... oui, le but, c'est de devenir un peu vraiment une référence, tu vois, que ce soit en stratégie de marque, en organisation... et ce côté intelligence collective et réseau, en fait, les filles, elles mettent exactement le doigt dessus. C'est vraiment ce développement-là, parce qu'on est tout assez convaincus que c'est ensemble, tu vois, c'est à plusieurs que t'es quand même plus fort, plus impactant. Et c'est pour ça que moi, je
je suis toujours très contente de rencontrer d'autres talents, tu vois, dans d'autres domaines, parce que je trouve que si à un moment les valeurs et la vision s'alignent, en fait, les opportunités, elles sont là et ça peut se développer. Là, actuellement, on est 4 et je trouve que de la stratégie jusqu'au déploiement opérationnel, on arrive à avoir un accompagnement qui est très complet. Mais moi, je suis aussi en contact avec des personnes alors, qui ne sont pas à Nice, qui sont un peu plus dans l'arrière-pays, mais qui ont des expertises de directrice de collection, de stylisme, de choses comme ça. Donc, vraiment avec un accompagnement qui est plus que 360, tu vois, sur une marque qui se dit, nous, on veut se développer en local, on ne sait pas comment adapter, il nous faudrait quelqu'un pour adapter l'assortiment, pour créer, pour produire. En fait, nous, on a ce réseau-là aussi, quoi. Donc pour moi, c'est que le début, en effet. Je vais reprendre quelque chose qu'on fait sur un autre podcast, sur Rendez-vous sur la prom. Je vais vous embêter un petit peu. Alors, je vais l'élargir. Sur Rendez-vous sur la prom, on demande toujours aux gens de nous dire Nice en un mot. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous demander la French Riviera en un mot. Chacune. Vous diriez quoi ? Moi, je dirais complémentarité. Et moi, je dirais Nice en anglais. C'est bien joué. Écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir joué ce jeu du podcast pour Webstoria, d'être venus toutes les trois et demie. Voilà, d'avance, bonne arrivée à cette petite au soleil. Elle a bien raison, elle a choisi le bon coin. Et puis merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très très vite pour un autre épisode dans Webstoria, dans une autre thématique, mais aussi sur la thématique business. Ça va arriver très prochainement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, vous mettez 5 étoiles, vous mettez des pouces et des commentaires. Nous, on adore ça. Ça booste les algos. On parlait d'algorithmes et tout, donc ça, c'est très bien pour nous. Et puis, ça nous fait surtout très plaisir. On se retrouve très, très vite. Au revoir. Merci beaucoup, Merci. Jean-Raphaël. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.